Pas de répit dans les violences en Israël et en Cisjordanie. 3 soldats ont été blessés dans une attaque à l'arme automatique. Ça s'est passé ce matin près de Bethel. Et dans ce contexte, la pilule ne passe pas en Israël. Laurent Fabius veut une conférence de paix mais menace de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec. Les réactions se multiplient. Enfin, suspense aux États-Unis, les candidats aux primaires républicaines et démocrates retiennent leur souffle car dans moins de 24 heures, l'Iowa va lancer la course et les sondages annoncent une lutte serrée. Bonjour à tous et bienvenue sur I24 News à la une de l'actualité. Pas de répit dans les violences en Israël et en Cisjordanie. 3 soldats israéliens ont été blessés, dans une fusillade près de Bethel. On va se rendre sur place dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur cette attaque. Car hier déjà, une attaque au couteau s'est produite en plein cœur de Jérusalem, dans la vieille ville. On revient sur les faits avec Mathias Inbar. Plusieurs semaines déjà que la porte de Damas n'avait pas connu une telle attaque. Mais les sirènes ont de nouveau retenti aux abords de la vieille ville de Jérusalem ce samedi après-midi. Au moment où 2 Israéliens reviennent de leur prière au mur occidental, 2 adolescents palestiniens les attaquent. L'un des Israéliens est alors blessé au dos. Les 2 terroristes, eux, prennent immédiatement la fuite. Le blessé s'avère être un nouvel immigrant en provenance des États-Unis, âgé de 17 ans. Cela fait un mois qu'il a posé ses valises en Israël. Ici, photographié de dos avec son pansement, il a déclaré rêver de porter l'uniforme de l'armée israélienne. Quant aux terroristes, l'un d'entre eux, ici filmé par l'une des caméras de surveillance, s'est rendu de lui-même ce samedi soir aux forces de sécurité israéliennes. Il est âgé de 16 ans et demi et viendrait des quartiers palestiniens de Jérusalem. Le deuxième assaillant est toujours en fuite. Et je vous le disais, pas de répit dans les violences. Nouvelle attaque, ça s'est passé ce matin à Bethel. Tous les détails avec vous, Mathias Inbar. Oui, Daniel, ça s'est passé ce matin. Effectivement, un terroriste palestinien s'est approché du point de contrôle, ce qu'on qualifie de VIP, c'est-à-dire seuls les ministres de l'autorité palestinienne, les juges et les policiers peuvent passer par ce point de contrôle au nord de Bethel et au nord de Ramallah. Et c'est justement un policier palestinien qui s'est approché des soldats, leur a tiré à bout portant avec son revolver, blessant 2 d'entre eux grièvement aux jambes et au ventre. Le troisième, plutôt dans un état léger. Ils ont tous les 3 été immédiatement transférés vers les hôpitaux les plus proches. Le terroriste palestinien a été abattu par les soldats qui se trouvaient sur place. Merci Mathias Inbar en direct de Bethel où s'est produit l'attaque et signe que la tension ne retombe pas sur le terrain. Cette tentative d'attentat à la voiture bélier sur la route 443, ça s'est passé il y a quelques minutes. Pas de blessés, nous signale-t-on, mais le terroriste a été abattu par les forces de sécurité. C'est dans ce contexte que la diplomatie française veut peser sur le conflit israélo-palestinien. Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer les négociations, mais il menace, en cas d'échec, de reconnaître l'État palestinien. Alors en Israël, on n'aime pas la méthode et côté palestinien, on se félicite. On passe en revue ces réactions avec Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'1 an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre.
Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Selon un responsable gouvernemental israélien qui a souhaité rester anonyme, cette déclaration mène à une impasse. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. On l'a vu, Dror Even-Sapir, ce refus catégorique d'Israël face à cette initiative française. Pourquoi ? Écoutez, pour deux raisons. Principalement, la première, elle est tout à fait officielle, c'est que lorsque Laurent Fabius dit qu'il reconnaîtra l'État palestinien, quel que soit le scénario, en cas d'échec de cette conférence internationale sur la paix, en cas d'échec de l'initiative, même si cette conférence n'a pas lieu, eh bien Laurent Fabius reconnaîtra, et donc la France en fait, reconnaîtra unilatéralement l'État palestinien. Et bien évidemment, ça ne va pas inciter les Palestiniens à des compromis dans d'éventuelles négociations, puisqu'ils sauront qu'au bout du compte, leur État palestinien sera reconnu par l'un des pays qui compte le plus sur la scène internationale. Puis deuxième point, cette proposition de conférence internationale, ce n'est pas vraiment une initiative française, c'est une initiative de l'autorité palestinienne qui a été reprise à son compte par la France. Donc dans ces conditions, bien évidemment, Israël avait très peu de chances de l'accepter. Et Laurent Fabius, bien sûr, s'attendait à une telle réaction d'Israël, alors pourquoi insister ? Oui, bien sûr. Il est clair que la diplomatie française savait qu'Israël allait rejeter. En tout cas, le rejet n'est pas officiel. Il n'y a pas encore eu d'invitation officielle adressée à Israël, et au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, on explique que lorsqu'une invitation officielle leur sera parvenue, eh bien, il y aura une réponse officielle d'Israël. Mais tout de même, Laurent Fabius savait qu'on allait vers un refus israélien, et donc vers un échec de l'initiative. C'est tout à fait probable. Il est fort possible que, vous savez, dans 2 mois environ, Laurent Fabius va quitter le ministère des Affaires étrangères, peut-être pour prendre la direction du Conseil constitutionnel, la présidence du Conseil constitutionnel. Il veut peut-être finir son mandat en beauté de son point de vue, en étant le premier chef de la diplomatie française à avoir incité son pays à reconnaître unilatéralement l'État de Palestine. Et ça peut coûter cher à Israël ? Mais écoutez, dans cette affaire, c'est un peu un piège, puisque quel que soit le scénario, Israël s'en sort mal. Là, à nouveau, dans la communauté internationale, Israël apparaît comme étant celui qui refuse d'aller vers les négociations, alors que les Palestiniens se sont empressés, puisqu'encore une fois, c'est leur initiative à l'origine. Les Palestiniens se sont empressés d'accueillir cette proposition française avec enthousiasme, et Israël fait grise mine. Par conséquent, là, à nouveau, Israël apparaît sur la scène internationale comme étant l'acteur du conflit qui refuse d'aller de l'avant, même si ça ne correspond pas vraiment à la réalité. L'image qui est donnée, c'est celle-là, dans un contexte où on l'a vu avec Ban Ki-moon, on l'a vu avec l'ambassadeur américain en Israël. Le ton se fait de plus en plus sévère contre Israël. Merci Dror Even-Sapir pour ce décryptage. On va passer à l'actualité en France, et tout d'abord cette mobilisation contre l'état d'urgence. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à travers tout le pays ce week-end pour dire non à ces mesures exceptionnelles qui sont en vigueur depuis les attentats du 13 novembre. C'est un refus qui reste toutefois minoritaire, car près de 8 Français sur 10 sont favorables à la prolongation de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Julia Galancia. Levez l'état d'urgence! Le message est clair. Les manifestants battent le pavé pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et l'état d'urgence en France. À quelques jours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi, la pression monte. L'appel a été lancé par un collectif d'ONG dont la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats. Dans la rue, ces Parisiens sont déterminés. C'est pas en changeant un texte, un article de la Constitution qu'on va faire taire les terroristes. Ça n'a aucun rapport. En fait. C'est un aveu d'impuissance, un réflexe de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. 3000 perquisitions, 400 assignés à résidence pour seulement 4 enquêtes pour terrorisme, et dont une seule a été concluante. En fait, en termes d'efficacité, c'est absolument pourri, et on aurait pu le faire, on avait les moyens de le faire sans le dispositif état d'urgence, tout ça. Pourtant, 4 Français sur 5 sont favorables à une nouvelle prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Pas de quoi démoraliser ces manifestants. Trempés mais souriants, de la place de la République à celle du Palais Royal, le cortège a rassemblé 5000 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs.
Et derrière une banderole du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour qui le dispositif de sécurité fait reculer les libertés collectives. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la réplique, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. 2 militaires en civil et hors service ont été agressés par une vingtaine de personnes en marge de la manifestation. L'enquête doit déterminer s'ils ont été visés en raison de leur qualité de militaires ou s'ils ont pu être pris pour des militants d'extrême droite. Le prochain rassemblement parisien est prévu devant l'Assemblée nationale vendredi 5 février, le jour du début de l'examen du projet de révision constitutionnelle. Et puis autre dispositif maintenu, celui de surveillance militaire Sentinelle. Il avait été mis en place après les attentats du 13 novembre. Il sera maintenu à 10 000 hommes tant que nécessaire. C'est ce que déclare aujourd'hui le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Ce dispositif de surveillance des lieux de culte et de centaines de cibles potentielles pour les attaques terroristes comprend actuellement donc ce même chiffre, 10 000 hommes. La pression monte toujours en France à gauche en faveur de l'organisation d'une primaire pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017. Les frondeurs du Parti socialiste viennent de se déclarer en faveur de cette option. Si François Hollande, candidat naturel de la gauche, préfère se passer de ce scrutin, il se dit prêt toutefois à jouer le jeu. On fait le point avec Léa Berdugo. Faire l'inventaire du quinquennat, produire un grand événement démocratique, tels sont les objectifs d'une primaire selon les frondeurs. Les dirigeants de l'aile gauche du PS ont voté samedi un texte à l'unanimité. Ils appellent à l'organisation d'une consultation pour élire le prochain candidat de la gauche en 2017. Le 11 janvier dernier, intellectuels et écologistes s'étaient déjà prononcés dans Libération pour l'organisation d'une primaire. Ils tiendront leur prochaine consultation mercredi. Du côté d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste, les dirigeants se prononcent en faveur d'une primaire. Le PCF organise dans ce sens son premier lundi de gauche, porte ouverte pour 2017. Le débat pourrait également s'inviter dimanche prochain lors d'une réunion des secrétaires de section du PS autour du premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, qui avait laissé la porte ouverte à des primaires, à condition qu'elles concernent tout le spectre à gauche, de Macron à Mélenchon. Le cofondateur du parti de gauche refuse a priori d'y participer, mais selon le texte voté par la motion B, chacun a le droit d'y concourir. Pour ces primaires donc, un leader manque toujours à l'appel. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré qu'elle n'y participerait pas. Ovationnée par les frondeurs, elle l'a également été ce samedi par les étudiants de l'université de New York. Son programme pour l'avenir reste encore inconnu. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, le compte à rebours a commencé dans la course à la Maison-Blanche. Tous les regards sont tournés vers l'Iowa, ce petit État qui va donner dans moins de 24 heures le top départ des primaires pour désigner candidats républicains et démocrates. Alors Donald Trump caracole toujours en tête côté républicain. Hillary Clinton, qui est en perte de vitesse dans les sondages, reste tout de même la favorite côté démocrate. On voit ça avec Gabriel Nolin. Le caucus de l'Iowa est une étape majeure des primaires pour l'élection présidentielle. Le but pour les candidats, convaincre les derniers indécis. Ils ont jusqu'à lundi, début du vote pour le faire. Une campagne donc menée jusqu'à la dernière minute. Et le milliardaire républicain Donald Trump, en tête dans les sondages, n'est pas en reste. Si nous pouvons gagner ici, si nous gagnons en Iowa, tout le monde va en parler. Pour la première fois, nous pourrions tout remporter. C'est tellement important. Et je dois vous le dire, parce que j'ai beaucoup d'amour. Et j'ai tellement d'amis ici. Je viens ici souvent. J'adore ça. Le démocrate Bernie Sanders, autre candidat à avoir fait une montée inattendue, part à l'assaut des campus universitaires et appelle à une révolution politique. Les tout premiers sondages ici en Iowa nous plaçaient derrière la secrétaire Clinton de 50 ou 60 points aujourd'hui. 9 mois plus tard, la course est pratiquement à égalité. D'autres font appel aux plus proches fidèles et soutiens. C'est le cas d'Hillary Clinton. C'est une incarnation du changement. La seule personne qualifiée avec une connaissance des questions économiques et sociales, des questions politiques et de sécurité nationale. Une campagne qui montre déjà les enjeux et les tendances des différents candidats. Dans sa stratégie de critique des médias, le républicain Donald Trump avait décidé de boycotter le dernier débat de son parti jeudi pour tenir à la place son propre meeting. Un coup de publicité réussi.
Je trouve ça génial, ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et rester immobile et les laisser le descendre? Il n'en avait pas besoin, il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Le caucus de l'Iowa est très suivi par les médias. Il marque vraiment le coup d'envoi de l'année électorale américaine et donne la tendance des votes en début de course. Voilà, le coup d'envoi qui a donc été lancé, la fièvre électorale en train de gagner le pays, comme a pu le constater notre correspondant aux États-Unis, David Benheim. Jamais l'anticipation du caucus de l'Iowa n'a été aussi tendue. D'abord parce que cette course à la présidentielle attire plus d'attention plutôt que les précédentes, de par la personnalité des candidats, mais également à cause d'une surcouverture médiatique boostée par les médias sociaux. C'est la première élection où la réactivité des candidats est instantanée sur Twitter et où l'interaction avec les électeurs est immédiate. L'Iowa, normalement, n'est pas véritablement un test à l'échelle nationale. Ce petit État rural ne représente qu'1% des délégués qui votent pour la nomination. Mais la bataille est rude dans chaque parti. Sur place, les prétendants à la Maison-Blanche battent le pavé, tentant de rencontrer un maximum d'électeurs. Chaque voix compte. Le nombre de délégués est distribué à la proportionnelle et l'attention médiatique qui s'ensuit peut faire la différence. Côté républicain, Donald Trump domine toujours dans les derniers sondages. La bataille se situe plus pour la deuxième place entre Ted Cruz et Marco Rubio. Pendant que Trump remplit les salles de spectacle, voyageant de ville en ville à bord de son avion personnel, Ted Cruz a fait le pari de se rendre à bord de son bus dans chacun des 99 districts avant le début de l'élection. Et de son côté, Marco Rubio s'est payé une demi-heure en prime time sur la chaîne la plus regardée pour convaincre ses électeurs. Côté démocrate, l'enjeu est plus mitigé. Si Bernie Sanders l'emporte, ce serait un coup dur pour Hillary Clinton, mais elle a de quoi rebondir largement. Elle a toujours une avance très confortable dans les États qui comptent, avec un soutien très fort dans le Sud chez les Noirs américains et les Latinos. Le vote de demain donnera une première indication, mais rien d'irréversible. Le véritable test pour tous ces candidats reste le Super Tuesday du 1er mars, où 12 États-majors votent le même jour. Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News, à suivre dans le journal. Les ennemis syriens se retrouvent aujourd'hui à Genève pour parler de paix, mais l'ambiance est déjà plombée. À peine arrivée, l'opposition syrienne menace de quitter la table des négociations. Ses ancêtres ont été expulsés d'Espagne durant l'Inquisition. 500 ans plus tard, un juif israélien reçoit la nationalité espagnole. On vous raconte son histoire dans un instant. Et puis la manif pour tous à l'italienne. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Rome pour dire non à un projet de loi qui autorise le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Alors, les négociations de paix sur la Syrie sont-elles condamnées à l'échec? Tout porte à le croire, alors qu'à peine arrivée, l'opposition syrienne menace déjà de quitter la table des négociations. Les pourparlers ont donc démarré dans la douleur ce matin à Genève. Gabriel Nolin. Restera pas, rien n'est sûr. À peine arrivée à Genève, la principale coalition des opposants au régime syrien, le Haut Comité aux négociations, menace de quitter les discussions si Damas poursuit les sièges et les bombardements. Nous sommes prêts. Nous voulons que cela soit un succès. Nous sommes prêts à entamer les négociations, mais nous voulons voir au moins un petit quelque chose sur le terrain en Syrie. Réunie à Riyad, l'opposition syrienne, soutenue notamment par l'Arabie Saoudite et la Turquie, avait initialement boycotté l'ouverture de ces pourparlers. Elle refusait d'entamer les négociations tant que les bombardements de civils et les sièges avaient lieu. Mais après 4 jours d'hésitation, elle avait finalement accepté de participer aux discussions. Changement de dernière minute, l'opposition refuse de communiquer par l'intermédiaire des émissaires prévus à cet effet, avec le régime de Damas installé dans une autre pièce. C'est important pour nous, c'est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les tirs aériens russes ou en mourant de faim. Nous sommes ici pour arrêter tout cela. Ensuite, nous irons négocier. Les Nations Unies appellent à trouver une solution concrète pour l'avenir de la Syrie. La question est évidemment sur un cessez-le-feu. C'est quelque chose que nous visons en dehors des discussions de fond sur l'avenir de la Syrie. Et pour ça, nous avons besoin de 2 interlocuteurs. La rencontre doit traiter des questions humanitaires, mais aussi de la mise en place d'une autorité de transition politique, ainsi que de l'organisation d'élections d'ici à la mi-2017. Des thèmes qui sont loin de faire l'unanimité. Le sera réservé à Bachar el-Assad, notamment, reste un gros point de contentieux. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois. Les tensions entre les différents pays acteurs dans la région ajoutent encore aux difficultés. La Turquie vient d'accuser la Russie d'avoir violé son espace aérien, un geste qualifié de mensonge et de propagande par Moscou.
Il y a 2 mois, Ankara avait abattu un avion militaire russe qui survolait son territoire. Alain vient de l'évoquer, vous avez regardé trop de films d'action d'Hollywood, c'est la réponse de la Russie aux nouvelles accusations turques selon lesquelles Moscou aurait une nouvelle fois violé l'espace aérien turc. Recep Tayyip Erdogan voit rouge. Un avion de guerre identifié comme un jet de Russie a violé notre espace aérien hier vers midi. Nous voyons dans cette violation qui a eu lieu en dépit de nos avertissements en anglais et en russe le résultat des efforts de la Russie pour désamorcer la crise. Si la Russie continue de violer la souveraineté de la Turquie, ils en subiront les conséquences. Un tel comportement irresponsable ne contribuera pas à améliorer les relations entre l'OTAN et la Russie ou la paix dans la région. Au contraire, il va faire du mal. Et on en vient à cette enquête hors norme par sa nature et son ampleur. C'est la Fondation du judaïsme français qui l'a commandée à l'Ipsos, une étude sur le vivre ensemble, Lise Barenbaum. Oui, une enquête réalisée à partir de juillet 2014 qui prend donc en compte l'avant et l'après Charlie Hebdo et Hyper Cacher. Par contre, elle ne couvre pas les réactions post-attentat de novembre. Donc au programme du sondage, tous les thèmes sensibles du moment, religion, racisme, antisémitisme, terrorisme. Mais la grande particularité de cette enquête, c'est qu'elle donne la parole à des juifs et à des musulmans désignés en tant que tels, alors que d'habitude, la France refuse de découper sa population en catégories ethnico-religieuses. Et ça, c'était une volonté de l'Institut de sondage. Alors, qu'en est-il du côté des résultats ? Alors, il montre une France assez méfiante. 61% des interrogés n'ont pas confiance en l'avenir. 54% pensent que l'immigration n'est pas une source d'enrichissement. Un tiers des Français considèrent même qu'une situation raciste peut se justifier. Au niveau des agressions physiques, c'est inquiétant aussi. Un juif sur 10 dit avoir été agressé physiquement. Côté musulman, 41% des personnes interrogées disent avoir essuyé des insultes. Donc Ariel Goldman, le président de la Fondation du judaïsme français, qui a commandé cette étude, dit qu'il a hésité avant de rendre ses résultats publics. Ce n'est pas un coup médiatique pour lui, c'est juste une enquête qui montre les maux dont souffre la France actuellement. Les mots et les mots également MOTS, puisque les préjugés ont encore la dent dure dans le pays. Et oui, c'est assez incroyable. En tout cas, parmi les répondants, plus de 50% des interrogés musulmans disent que les juifs sont soudés entre eux, qu'ils ont beaucoup de pouvoir et qu'ils sont globalement plus riches que la moyenne des Français. 50% des autres répondants verraient quant à eux d'un mauvais œil le mariage de leurs enfants avec des conjoints musulmans. Merci Lise Barenbaum pour ce décryptage. On en vient à cette incroyable histoire. 500 ans ont passé, mais la justice n'a pas oublié. C'est un juif israélien dont les ancêtres ont été expulsés d'Espagne durant l'Inquisition. Il vient de recevoir la nationalité espagnole. Maël Benoliel est allé à sa rencontre. Yossi Ben Naïm n'est plus seulement israélien. Depuis quelques jours, ce trentenaire est aussi espagnol. Descendant d'une famille juive expulsée de la péninsule ibérique en 1492 sur ordre des rois catholiques, Yossi est le premier juif séfarade né en Israël à bénéficier de la loi adoptée par Madrid il y a quelques mois qui vise à réparer ce que le gouvernement avait qualifié d'erreur historique. Je sens que je fais partie d'un processus historique. 5 siècles après qu'on ait été expulsés d'Espagne, les Espagnols nous proposent d'obtenir la nationalité. Je pense que la boucle est en train de se boucler. En tant que premier Israélien, je trouve aussi que c'est un rapprochement entre les deux peuples. Et c'est en jurant allégeance au roi Philippe VI à l'ambassade d'Espagne que Yossi a obtenu son passeport. Mais avant cela, il a dû constituer un dossier, prouver ses origines et réussir des examens de langue et de culture espagnole. Des démarches qu'il a pu faire avec l'aide d'une ONG israélienne. L'Union séfarade mondiale travaille en étroite collaboration avec les autorités ibériques. Pour nous, l'Espagne, comme tu le sais sûrement, c'est pas un pays comme disons l'Albanie ou la Yougoslavie. C'est un pays où le peuple juif a vécu pendant des centaines d'années. C'est un pays où il a donné de ses meilleurs fruits au monde. D'après certains généalogistes comme Yossi Ben Naïm, il serait près de 3 millions de juifs séfarades dans le monde à pouvoir faire la demande de nationalité. Chaque jour, on reçoit, je dirais même quelques dizaines de demandes. Et je crois qu'on fait un acte vraiment pour le bien de tous, des Espagnols et des Israéliens et des Sfaradim. Un acte de réparation surtout symbolique, car avoir obtenu la nationalité espagnole ne changera pas la vie de cet avocat de profession. Je ne compte pas déménager en Espagne ni travailler. Je n'ai pas fait ça pour moi, mais pour mes enfants. Car, dit-il, personne ne sait de quoi sera fait l'avenir.
Pour Yossi, comme pour beaucoup d'autres, 500 ans n'est pas une période assez longue pour oublier qui l'on est et d'où l'on vient. La manif pour tous à l'italienne, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans le centre de Rome. Ils exigent du gouvernement de renoncer au mariage, à l'adoption pour les couples de même sexe. On fait le point avec Gabriel Nolin. Famille, grands-parents, enfants, tous étaient là samedi pour protester à Rome contre la proposition de loi en faveur d'union civile pour les couples homosexuels. L'Italie est un des derniers pays en Occident à ne pas avoir d'union civile et je pense que c'est une chose qui nous rend meilleurs que les autres pays. Car c'est un pays qui défend la famille pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. Ça n'a rien à voir avec les droits des personnes ou les droits des homosexuels. La famille est d'un point de vue juridique, historique, culturel et anthropologique l'union entre un homme et une femme. Des dizaines de milliers de manifestants étaient présents selon les journalistes, mais les organisateurs avaient pourtant espéré une mobilisation d'1 million de personnes. Les chiffres officiels n'ont pas encore été publiés. L'Église catholique était, elle, largement représentée. Nous sommes normaux, si vous m'excusez ce terme. Nous sommes normaux car nous allons avec des femmes. L'homme va avec la femme. D'une relation entre deux hommes ou deux femmes, qu'est-ce qu'il peut naître? Un chat? Un chien? C'est quoi? Nous sommes tous nés, inclus vous, les journalistes, d'une relation entre un homme et une femme. Et ça, c'est la merveille de Dieu, la beauté de la famille. Actuellement débattue au Parlement, cette loi divise la société italienne. Les sondages donnent des avis fluctuants sur le droit à l'union pour les homosexuels. C'est surtout le droit à l'adoption pour les couples de même sexe qui suscite une claire opposition. Même le gouvernement est divisé sur la question. Le Premier ministre Matteo Renzi y est favorable, alors que son parti, allié du centre droit, y est formellement opposé. L'Italie est l'un des derniers pays d'Europe qui n'accorde ni statut ni cadre administratif aux couples homosexuels. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On va se quitter tout de suite avec l'image du jour. Elle nous vient de Venise avec ce traditionnel carnaval qui a lieu chaque année en Italie, qui va durer jusqu'au 9 février. On se quitte sur ces belles images. On a rendez-vous dans un instant.